Si les opinions publiques occidentales connaissaient le taux de perte des Ukrainiens, ils n'accepteraient plus de soutenir l'Ukraine. Non pas qu'ils n'aiment pas l'Ukraine, mais parce que les opinions publiques diraient qu'il faut arrêter ce massacre. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien colonel des services de renseignement suisses, vous êtes spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez été engagé dans des négociations avec les plus hauts responsables militaires et du renseignement russe juste après la chute de l'URSS. Au sein de l'OTAN, vous avez participé à des programmes en Ukraine et notamment lors de la révolution de Maïdan en 2014. Et donc, vous êtes l'auteur de plusieurs livres majeurs aux éditions Max Milo. Tout d'abord, Gouverné par les fake news, puis Poutine, maître du jeu, ensuite Opération Z, paru en septembre. Quel bilan de l'opération militaire russe faites-vous à ce stade? Eh bien, contrairement à ce que prétendent nos médias, on pourrait dire que la Russie a atteint tous les objectifs qu'elle avait annoncés en février de cette année. Vladimir Poutine avait fixé deux objectifs, la dénazification et la démilitarisation de la menace qui pesait sur les populations du Donbass. La dénazification, eh bien, c'est un objectif qui a été atteint au mois de mai et que les militaires russes ont annoncé officiellement comme étant un objectif atteint. Reste l'objectif de démilitarisation, qui était donc l'anéantissement de la menace militaire sur les troupes du Donbass. Cet objectif, si l'on regarde bien, et ce n'est pas seulement mon avis, mais c'est l'avis aussi d'experts, notamment outre-Atlantique, de dire que la Russie a atteint cet objectif et l'armée ukrainienne que l'on observe aujourd'hui, certains d'ailleurs l'appellent armée ukrainienne 2.0, parce que l'armée 1.0, elle, celle qu'on a connue, celle que les Ukrainiens avaient déployée en février de cette année, n'existe plus. On a, au fil des mois et des pertes, les Ukrainiens ont remplacé à peu près totalement l'armée qui était en février. On a beaucoup parlé en Occident de la mobilisation partielle de 300 000 hommes décidée par la Russie en septembre de cette année. Mais on n'a pas dit que, parallèlement à ça, l'Ukraine a fait 7 ou 8 mobilisations successives pour justement combler les trous des pertes énormes qu'ils ont eues. L'objectif de militarisation, il est factuellement atteint, mais il faut rester prudent quand même dans la formulation, parce que les Occidentaux ont poussé les Ukrainiens à continuer cette guerre, donc à réalimenter leur armée. Et si vous voulez, il n'y a jamais eu, le front s'est jamais figé. Les Occidentaux ont poussé à ce que la guerre continue. Donc, oui, l'armée ukrainienne de février a disparu, mais il existe toujours une armée ukrainienne. C'est le problème du verre à moitié vide ou à moitié plein, si on est honnête. Je pense qu'il est important de voir l'aspect du verre à moitié vide aussi, parce que en Occident, nous avons ignoré, ou nous voulons ignorer, ou nous ne voulons pas voir, le coût humain de la guerre pour les Ukrainiens. Zelensky avait proposé aux Russes de négocier le 25 février déjà, donc un jour après le début de l'offensive. Ce sont les Européens qui lui ont dissuadé de le faire. Et le même phénomène s'est reproduit à la fin mars, où Zelensky a fait une offre très concrète aux Russes qui intéressait les Russes, et les Russes étaient prêts à s'engager sur la voie de la négociation sur la base de la proposition de Zelensky. Mais ce sont les Occidentaux, et notamment Boris Johnson, qui a imposé à Zelensky de retirer sa proposition. Et depuis le début avril de cette année, et je rappelle que d'ailleurs les insistances occidentales pour que Zelensky retire son projet se sont faites avant le massacre de Boutcha. Ce qui est quand même indicatif, et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas à cause de Boutcha que les négociations ont capoté, on est bien avant, parce que même Boris Johnson a téléphoné à Zelensky pour lui demander de retirer son projet le 2 avril,
Et l'affaire de Boutcha est sortie le lendemain, le 3 avril. Donc les deux sont distincts. Mais le fait est que depuis le mois d'avril, il n'y a plus d'initiative de paix, il n'y a plus de tentative de négociation, et donc les Ukrainiens ont continué à perdre des troupes qu'ils ont dû réalimenter au fur et à mesure, et la Russie a stabilisé plus ou moins son front. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. On a au mois de septembre, comme vous le savez, il y a eu les référendums dans 4 régions de l'Ukraine, du sud de l'Ukraine, les régions de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, et qui ont finalement eu pour conséquence une extension du territoire de Russie sur celui de l'Ukraine, faisant la jonction terrestre entre le territoire russe et la Crimée. Donc voilà où on en est. Et actuellement, strictement rien n'indique que la Russie est en position de faiblesse. Donc, on est dans les approvisionnements d'armes occidentales avec l'idée que la Russie ne tiendra pas, et vous avez tout un discours. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir aussi ce discours qui, depuis le mois de février, à vrai dire, vous avez les experts occidentaux, notamment sur la radio-télévision suisse, sur LCI, qui se suivent pour nous dire que la Russie a épuisé toute sa réserve de missiles, qu'ils n'ont plus aucune capacité, qu'ils sont à bout de souffle. Et quand on voit les dernières offensives de missiles qui ont été faites au début octobre, et puis ou fin septembre, et puis à la mi-octobre, on s'aperçoit que les Russes sont très loin d'être à bout de souffle, et qu'au contraire, leur capacité et leur réserve en armes semblent quasi inépuisables. Enfin, elle n'est certainement pas inépuisable, mais en l'état, il y a quand même une très nette supériorité, une supériorité matérielle. Cette supériorité matérielle, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Obama, en 2016 ou 2018, avait dit qu'il ne fallait pas s'attaquer à la Russie, il ne fallait pas utiliser l'Ukraine pour s'attaquer à la Russie, parce que la Russie avait la dominance de l'escalade, la capacité de dominance de l'escalade. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait faire en Ukraine allait inévitablement se heurter à une capacité d'escalade beaucoup plus grande en Russie que ne l'avaient les Occidentaux en Ukraine. Et le conseil d'Obama était sage, mais apparemment ni nos médias ni nos politiciens n'ont su écouter ce message-là. Et aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui en payent le prix. Ils en payent le prix parce que, si vous regardez d'ailleurs aussi les chiffres qu'on trouve dans nos médias, on parle très souvent des pertes russes, on parle de centaines, dizaines, enfin je ne sais pas combien de milliers. Et on ne parle jamais des pertes ukrainiennes, un peu comme si l'Ukraine se battait finalement sans jamais rien perdre, et que tout ce qui se passait en Ukraine était systématiquement au passif de la Russie. Or, et d'ailleurs de nombreux militaires américains ont essayé de corriger le tir, disant faites attention parce qu'en réalité c'est l'inverse qui se passe. Même un général américain qui avait dit, c'était à la fin de l'été, il a dit que l'armée ukrainienne, à la fin de l'été, donc aux environs d'août par là autour, j'ai pas la date précise en tête, c'était le général américain Tweety, il avait dit que l'Ukraine avait déjà perdu 200 000 hommes. Alors, est-ce que son chiffre était vérifié? Est-ce qu'il ne l'était pas? Est-ce qu'il était juste? Est-ce qu'il n'était pas? On peut discuter. Mais ce qui prouve que les militaires américains, en tout cas, avaient le sentiment que l'Ukraine perdait beaucoup plus de troupes que ce que disaient nos médias.
Et on voit aussi, d'ailleurs, du côté ukrainien, il y a une réticence à publier le nombre de pertes. D'ailleurs, on constate même, c'est assez intéressant, que lorsqu'il y a eu des offensives, ou ce qu'on appelait contre-offensives ukrainiennes dans différentes zones, qu'elles ont été repoussées, les Russes ont offert la possibilité aux Ukrainiens de récupérer leurs morts. Et l'armée ukrainienne a refusé d'aller les chercher. Bon, on peut interpréter ça de différentes manières, et ça s'est vu à plusieurs reprises. Il y a eu ça dans la région de Kharkov, il y a eu ça dans la région de Kherson aussi, et ça peut s'interpréter de différentes manières, mais une des manières pourrait être que les Ukrainiens ont des pertes qui sont considérablement plus importantes que ce que nous disent nos médias, et que l'Ukraine, et notamment Zelensky, est convaincu, et peut-être pas à tort, d'ailleurs, que si les Occidentaux, si les opinions publiques occidentales connaissaient le taux de perte des Ukrainiens, ils n'accepteraient plus de soutenir l'Ukraine. Non pas qu'ils n'aiment pas l'Ukraine, mais parce que les opinions publiques diraient il faut arrêter ce massacre. Parce que ce qui se passe, et il y a aussi une chose qu'il faut se rappeler, parce que quand on parle de la faiblesse de la Russie, de son incapacité à gagner la guerre, etc., ça se fait toujours sur la base des objectifs que nous avons fixés. Je voyais encore tout récemment sur la télévision suisse, un expert, d'ailleurs un expert de l'IRIS, qui disait l'objectif de Vladimir Poutine était d'occuper l'Ukraine. C'est faux. La Russie, ni Vladimir Poutine n'ont jamais dit qu'ils voulaient occuper l'Ukraine. À vrai dire, ils ont même dit l'inverse, qu'ils ne voulaient pas occuper l'Ukraine. L'objectif, c'est vraiment de détruire la capacité, entre guillemets, de nuisance de l'Ukraine sur les troupes du Donbass. Et donc, et le général Surovikin, qui a été nommé en début octobre, a expliqué ça. Il a dit, pour nous, le but n'est pas de prendre du territoire, le but c'est de détruire les capacités ukrainiennes. Et il a employé le terme russe de moudre, n'est-ce pas? Donc on est en train de moudre l'armée ukrainienne. Et c'est pour ça qu'en réalité, si on prend les objectifs russes formulés à la lettre, si on les prend à la lettre, eh bien, on pourrait se dire que les Russes pourraient rester sur une ligne fixe et absorber, chaque fois qu'il y a des attaques, détruire les attaques, et ils atteindraient leur objectif de cette manière. Ils ne sont pas obligés d'avancer pour accomplir leur objectif. Si on va juste à fond dans le raisonnement, c'est la manière dont les Russes voient le problème. Mais évidemment, si eux restent fixes, c'est pas les autres qui vont venir se casser les dents sur les lignes de défense russes. Donc il doit y avoir quand même un élément interactif. Et cet élément interactif, il est aussi dû au fait, d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, l'avait expliqué, c'est-à-dire que plus on donne des armes à longue portée aux Ukrainiens, plus les Russes devront tirer dans la profondeur et essayer d'aller dans la profondeur pour détruire ces armes. Par conséquent, on est dans quelque chose où le territoire pour les Russes n'a pas d'importance et où la destruction des capacités est le premier important. Et vous avez l'inverse pour les Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, pour eux, évidemment, l'objectif c'est de récupérer le territoire. Et comme ils ont aussi développé un vocabulaire là-dessus, peu importe le prix, l'important c'est de récupérer ces terres. Donc vous avez exactement le phénomène inverse. D'un côté, vous avez les Russes qui essaient de préserver leurs capacités et à détruire les capacités de l'autre, mais sans chercher à prendre du territoire. Et vous avez les Ukrainiens, d'autre part, qui cherchent à reprendre le territoire qu'on leur a pris à n'importe quel prix. Et donc vous avez une situation où pratiquement nécessairement les Ukrainiens sont dans une situation où ils ne peuvent que perdre des troupes. Ça vous explique d'ailleurs les situations qu'on a vécues à Kharkov et par ailleurs à Kherson il y a quelques semaines. Parce que là, on s'est trouvé dans des situations, et où les Russes se sont trouvés dans la situation où ils avaient des territoires où ils avaient relativement peu de troupes. Et si vous regardez d'ailleurs mon ouvrage Opération Z, j'ai un diagramme, un graphique, une carte qui montre la densité des troupes sur toute la largeur du front, si vous voulez.
Et vous verrez que dans les régions de Kharkov et dans les régions de Kherson, les Russes n'avaient pratiquement pas de troupes par kilomètre, si vous voulez. Et donc il y avait une densité très très faible, et donc, parce que c'était pas, pour eux, ça n'est pas l'essentiel de la guerre. Ils l'ont là pour un peu flangarder l'opération, le cœur de leur opération, qui se trouve autour du Donbass, ou à l'ouest du Donbass pour être plus précis encore. Et donc, lorsque, au mois d'octobre, enfin à vrai dire depuis l'été, les Ukrainiens ont multiplié des contre-offensives sur la région de Kherson, aucune de ces offensives, aucune n'a franchi, aucune n'a percé. Les Russes les ont toutes systématiquement balayées. Ils ont balayé avant tout avec de l'artillerie. Il y a eu très peu de combats. Il y a eu des combats, mais relativement peu. Ce qui veut dire que les Ukrainiens sont venus vraiment se faire massacrer par de l'artillerie sans même voir un soldat russe. Les pertes sont considérables. Il y a, entre début septembre et mi-octobre, on est avec des taux de perte plusieurs dizaines de milliers. Enfin, j'entends, c'est énorme ce que les Ukrainiens ont perdu. Donc, les Russes, quand ils, à Kherson, et dans la partie, vous savez, si vous regardez la carte, vous verrez que la ville de Kherson se trouve sur la rive droite du Dniepr, autrement dit sur la rive ouest du Dniepr. Et la garnison qui était là, c'était d'excellentes troupes, c'était des troupes aéroportées. Et le général Sourovikine a constaté que finalement, il pourrait utiliser ses soldats beaucoup mieux ailleurs que pour défendre une terre qui les intéressait finalement pas énormément. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que vous vous rappelez que fin septembre, on a eu les référendums dans les 4 régions du sud de l'Ukraine. Mais vous savez aussi que ce qu'on appelle les Russes, qui ont fait cette opération en février, en fait, ça n'était pas les Russes. C'est une coalition de Russes et d'Ukrainiens russophones. C'était les milices de Donetsk et de Lugansk qui participaient à ça. Donc on avait, si vous voulez, 2 armées, une coalition de 2, voire 3 armées, si on prend Donetsk et Lugansk comme des entités distinctes. On avait donc une coalition de 3 armées, une armée russe, commandée depuis Moscou, une milice de Donetsk, commandée depuis Donetsk, et une milice de Lugansk, commandée depuis Lugansk. Et le tout était coordonné par l'état-major général russe. Une coordination, mais il n'y avait pas de commandement. Les milices du Donetsk et de Lugansk pouvaient faire, en fait, comme elles voulaient, si on peut bien. Il y a simplement une coordination. Mais lorsque les 4 républiques ont été intégrées à la Russie, alors la situation a changé. Parce que, du coup, on n'avait plus des formations indépendantes qui se battaient, mais c'était des formations russes. Et du coup, il a fallu réaménager toute la structure de commandement. Et d'avoir non plus une coordination à Moscou entre différentes formations venant de différentes entités politiques, mais il fallait un commandement pour des forces unies russes. Et donc, on a remis en place toute la hiérarchie. C'est intéressant parce que fin septembre, début octobre, quand vous regardez LCI, même la radio-télévision suisse, etc., on a dit, voilà, on limoge un tel, on remplace les commandements, ça veut dire qu'il y a du flottement dans le commandement russe, etc. Non, c'est tout simplement que le commandement russe a tout simplement adapté sa structure de conduite à la nouvelle structure politique qui était avec des forces qui étaient non plus étrangères, si vous voulez, mais avec des forces russes. Donc on n'était plus dans une force de coalition, mais dans une force russe. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est le général Sourovikine qui a été nommé commandant au début octobre. Il était nommé commandant en chef de l'opération en Ukraine. Et lui, lorsqu'il a été nommé, il a dit d'emblée, on est donc au début octobre, il a dit il faudra vous attendre à ce que je prenne des décisions difficiles. Et il a évoqué
la situation à Kherson. Parce que pour lui, comme militaire, comme beaucoup de militaires d'ailleurs, ils avaient dit finalement pourquoi est-ce qu'on voudrait mourir pour Kherson? Ça n'a aucun intérêt. C'est un territoire qui est très difficile à défendre et dont nous n'avons pas vraiment besoin. Et donc, ils se sont trouvés à Kherson, comme à Kharkov, et comme à l'île aux serpents au mois de juin, dans la situation où l'énergie qu'ils devaient déployer pour défendre le territoire était beaucoup plus grand que l'intérêt stratégique de cette zone. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de retirer leurs troupes de Kherson. Évidemment, nos médias, on fait passer ça comme une victoire ukrainienne, que les Russes ont dû se replier sous la pression ukrainienne. C'est absolument faux. Depuis le début octobre, on observe une migration. Par exemple, les Russes ont déplacé de la partie de la rive ouest du Dniepr à la rive est. Ils ont déplacé par exemple des œuvres d'art. Toutes les œuvres d'art qui étaient rattachées à l'histoire de la Russie, ils ont déplacé. La dépouille du prince Potiomkin, qui a été le fondateur de Kherson et qui était enterré à Kherson, eh bien, lui aussi, ses restes ont été transportés du côté occidental et on a dans le calme, déplacé les personnes, etc. On a trouvé des logements sur la partie est, enfin sur la rive est du Dniepr. Et donc tout ça s'est fait en très bon ordre. Et le 10, sauf erreur, c'est le 10 novembre, lorsque le retrait de Kherson a été annoncé officiellement par l'état-major russe, le 11 novembre. La phase finale du retrait s'est faite le 10 novembre. Il y a à peu près 30 000 hommes qui ont été transférés dans le plus grand ordre, sans perte. Et d'ailleurs, assez curieusement, et beaucoup d'analystes militaires ont été très surpris de voir que les Ukrainiens n'ont absolument pas réagi. Quand les Russes sont partis, les troupes ukrainiennes sont restées totalement immobiles. Et donc, il n'y a eu absolument aucune poursuite, comme on a laissé entendre sur nos médias, il n'y a eu absolument aucune poursuite. Et les troupes russes ont pu changer de rive du Dniepr. Et c'est ensuite que les troupes ukrainiennes sont rentrées. Un élément qui est assez intéressant, et qui montre d'ailleurs que le calcul des Russes était peut-être pas complètement irrationnel, c'est qu'aujourd'hui, le 21 novembre, donc 10 jours après que Kherson a été laissé par les Russes, eh bien aujourd'hui, les troupes ukrainiennes qui sont à Kherson commencent à être évacuées elles aussi. Et les Ukrainiens commencent à évacuer Kherson parce qu'ils se sont aperçus que c'est pas défendable. Et donc, ils pouvaient utiliser les troupes qui étaient à Kherson, pouvaient être utilisées beaucoup plus efficacement sur d'autres parties du front. Donc, les Ukrainiens ont fait a posteriori le même calcul que les Russes. Donc, tout ça vous montre que ce qu'on a fait passer dans nos médias comme étant une grande victoire ukrainienne, une grande défaite russe, est en fait une victoire pour les deux côtés, si vous voulez. C'est une victoire pour les Ukrainiens parce qu'ils ont récupéré du terrain. Et c'est une victoire pour les Russes parce que finalement, ils ont pu préserver leurs troupes, pouvoir renforcer leur dispositif dans la région du Donbass où ils continuent à se battre et où ils font des progrès significatifs, tout en préservant la vie de leurs soldats. Donc, si vous voulez, c'est une situation de, pour employer un terme à la mode, win-win. On sent chez les Russes une réflexion opérative. En France, on appellerait ça de la stratégie opérationnelle, qui est assez poussée, qui est assez efficace, en clair. Ou même, même pas seulement efficace, elle est efficiente, parce qu'elle obtient des objectifs sans sacrifier ses ressources. Donc, on peut dire au final que les Russes ont obtenu à minima ce qu'ils avaient défini comme objectif. C'est à partir du moment où on leur prête l'objectif de vouloir envahir
l'Ukraine qu'on peut parler de situation défavorable. Mais ça, les Russes ne l'ont jamais dit. Ils ont même dit qu'ils ne voulaient pas le faire. Donc on peut dire que le bilan, actuellement, est plutôt positif pour les Russes sur le plan militaire. Sur le plan du pays, de l'Ukraine, la situation est assez peu brillante parce que le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'attaques, l'attaque sur Sébastopol, l'attaque contre le pont de Kerch, clairement une attaque de type terroriste, qui a d'ailleurs suivi à peu près le même schéma que ce qu'on a vécu avec l'État islamique. Hein. C'est une voiture suicide, un camion bombe, qui a explosé sur le pont en tuant son chauffeur et naturellement les personnes qui passaient dans les environs. Il y a eu l'affaire aussi des pipelines, des gazoducs, Nord Stream 1 et 2, en mer Baltique. Et les Russes ont vu que la situation commençait à déraper vers une sorte de terrorisme. D'ailleurs, ce n'est pas un terrorisme de résistance qu'il y a. C'est un terrorisme de commando. Des documents qui ont été retrouvés, d'ailleurs, qui ont été récupérés aux États-Unis, montrent que les Anglais ont été impliqués dans la planification de l'attaque du pont de Kerch. Concernant les gazoducs, on pourra peut-être en reparler, mais tout porte à croire qu'effectivement, ce sont aussi les Occidentaux qui ont détruit ces gazoducs.